Question de M. House. Tandis que dans cette entreprise toujours secrète, M. Balfour et ses associés s'avançaient vers le pouvoir en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale, un groupe semblable d'hommes prenait secrètement forme dans la République américaine. La machine politique qu'ils construisirent produisit son plein effet presque 50 ans plus tard, quand le président Truman fondit réellement l'État sioniste en Palestine. En 1900, les Américains s'accordaient toujours à leur rêve américain, et l'essence de cela était d'éviter les enchevêtrements avec l'étranger. En fait, l'attaque contre l'Espagne à Cuba en 1898 les avait déjà séparés de cet ancrage sécurisé, et les origines mystérieuses de cette petite guerre sont donc d'un intérêt continu. On provoqua le public américain pour qu'il explose en une frénésie guerrière de la façon familière dont on raconta que la Maine avait explosé dans le port de la Havane à cause d'une mine espagnole. Quand ils furent renfloués de nombreuses années plus tard, on découvrit que ces plaques avaient été soufflées vers l'extérieur par une explosion intérieure. Mais à ce moment-là, la foule avait depuis longtemps perdu son intérêt pour la question. L'effet de la guerre hispano-américaine, l'enchevêtrement ininterrompu des Américains dans les affaires des autres, prêta une importance majeure à la question qui devait exercer le pouvoir exécutif en Amérique, car la nature de n'importe quel enchevêtrement en dépendait clairement. La réponse à cette question de nouveau fut gouvernée par l'effet d'une guerre précédente. La guerre de sécession américaine de 1861 à 1865, ses conséquences principales, peu comprises par les nordistes et les sudistes en lutte, furent de changer sensiblement la nature, d'abord de la population, ensuite du gouvernement de la République. Avant la guerre de sécession, la population américaine était principalement irlandaise, irlando-écossaise, écossaise, britannique, allemande et scandinave, et partir de cet amalgame, un individu distinctement américain se développa. Dans la suite directe de cette guerre, l'ère de l'immigration sans restriction commença, qui en quelques décennies amena à une Amérique des millions et des millions de nouveaux citoyens d'Europe, de l'Est et du Sud. Ceci comprenait une grande masse de juifs de régions talmudiques de Russie et de la Pologne russe. Ensuite, le rabbinat s'était tenu entre eux et l'assimilation, et cela continua quand ils atteignirent l'Amérique. Ainsi, le XXe siècle, à son début, lança-t-il la question quel rôle leur leader acquérait-il dans le contrôle politique de la République et de ses entreprises étrangères. Les événements postérieurs montrèrent que la conspiration de l'Est, sous ces deux formes, entra en Amérique par cette immigration massive. Le processus d'acquisition d'une mesure sans cesse croissante de pouvoir politique démarra dans les coulisses vers 1900 et devait devenir le sujet principal de la vie nationale américaine durant les 50 années suivantes. L'homme qui le premier impliqua l'Amérique dans ce processus fut un certain M. Edward Mandell House, populairement connu comme le colonel House, mais il n'avait fait aucun service militaire, un gentleman du Sud, principalement de descendants hollandaises et anglaises, qui grandit au Texas durant la période amère de la reconstruction qui suivit la guerre de sécession. Il construit un personnage remarquable dans cette histoire, comme d'autres connaisseurs exulteraient au goût d'un cognac rare. Il adorait l'exercice secret du pouvoir par le biais des autres, et le confia avec franchise à son journal. Il fuyait la publicité, dit son éditeur, M. Charles Seymour, par un sens de l'humour sardonique qui était chatouillé par la pensée qu'invisible et souvent insoupçonnée, sans grande richesse ni poste élevé, par le simple pouvoir de la personnalité et du bon sens, il détournait en réalité les courants de l'histoire. Peu d'hommes ont exercé un si grand pouvoir en si totale irresponsabilité. Ouvrez les guillemets. Il est assez facile pour quelqu'un sans responsabilité de s'asseoir autour d'un cigare et d'un verre de vin et de décider de ce qu'il y a de mieux à faire, écrivit M. House. Le choix des mots de son éditeur est exact. M. House ne guida pas la politique nationale américaine, mais la détourna vers le sionisme, le soutien de la révolution mondiale et la promotion de l'ambition de gouvernement mondial. Le fait qu'il exerça le pouvoir secrètement éprouvé. Ses motivations pour l'avoir exercé dans cette direction-là sont difficiles à découvrir, car ses pensées, telles que révélées par son journal et son roman, semblaient être si confuses et contradictoires qu'aucune image claire n'émerge d'elle. L'immense rapport quotidien de son règne secret, les papeurs intimes,
exposa entièrement comment il travaillait. Il laissait sans réponse la question de ce qu'il voulait, en fin de compte, ou s'il ne savait même ce qu'il voulait. Quant à cela, son roman montre seulement un esprit rempli de notions démagogiques insensées, jamais clairement étudiées dans le détail. L'apostrophe ampoulée sur la page de garde est typique. Ce livre est dédié aux nombreux malheureux qui ont vécu et sont morts en ayant manqué les opportunités, parce que dès le départ, la structure sociale mondiale était injuste. Cela signifie apparemment que M. Hus, qui se prenait pour un homme religieux, avait une piètre opinion du travail d'une autorité précédente, décrit en ces mots. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, fermez les guillemets. Dans la recherche des origines des idées politiques de M. Hus, qui furent d'abord apparentés aux communistes, plus tard dans sa vie, quand les dégâts étaient faits, il devint plus modéré. Le chercheur est lancé sur des pistes significatives. Son éditeur trouve dans sa première pensée une note réminiscente de Louis Blanc et des révolutionnaires de 1848. Gardant cela en mémoire, j'ai dirigé entièrement l'attention des lecteurs vers Louis Blanc, le révolutionnaire français qui, pendant un moment, en 1848, sembla susceptible de jouer le rôle de Lénine et convoqua l'Assemblée des délégués des travailleurs qui était une anticipation des soviétiques de 1917. De telles notions chez un texan de la fin du XIXe siècle sont aussi inattendues que le bouddhisme chez un Esquimau. Néanmoins, M. Hus acquit ces idées dans sa jeunesse. Quelqu'un les avait implantées en lui. Son deuxième prénom, Mandel, était celui d'un marchand juif de Houston, qui était l'un des amis les plus intimes de son père. Le fait que le père ait donné un nom juif à son fils indique l'attitude de la famille envers cette race. M. Arthur D. Oden, son biographe, dans le roman de M. Hus, le héros refuse tout avancement pour aller vivre dans une chambre modeste de l'East Side avec un juif polonais arrivé en Amérique après des émeutes antisémites à Varsovie causées par le meurtre du fils d'un haut représentant gouvernemental commis par un jeune juif harcelé au-delà de l'endurance. Plus tard, le beau-frère et conseiller de M. Hus fut un juif, le docteur Sidney Mezes, qui fut l'un des initiateurs du plan du gouvernement mondial de ce siècle dans sa toute première forme, The League to Enforce Peace. C'est tout ce qui peut être mis à jour sur l'atmosphère intellectuelle de la période formatrice de l'esprit de M. Hus. Dans un de ses passages les plus révélateurs, M. Hus lui-même commente la sujection d'idées faites à d'autres et montre apparemment, sans le comprendre, à quel point il était impuissant en fin de compte, lui qui pensait être tout puissant, ouvrez les guillemets, avec le président comme avec tous les autres hommes que j'ai cherché à influencer, c'était invariablement mon intention de lui faire penser que les idées qui tiraient de moi étaient les siennes propres. Normalement, pour dire la vérité, l'idée ne m'était pas originale. La chose la plus difficile au monde est de suivre à la trace n'importe quelle idée jusqu'à sa source. Nous pensons souvent qu'une idée nous est originale quand, à la simple vérité, elle a été inconsciemment absorbée de quelqu'un d'autre. Il commença à apprendre la politique au Texas quand il n'avait que 18 ans, percevant alors pendant une élection présidentielle en 1876 que, ouvrez les guillemets, 2 ou 3 hommes au Sénat et 2 ou 3 à la Chambre et le président lui-même dirigeaient le gouvernement. Les autres n'étaient que des hommes de paille. Par conséquent, je n'avais aucune ambition d'avoir une fonction, ni n'avais aucune ambition de parler. Il met la même idée dans la bouche d'un politicien de son roman de 1912. Ouvrez les guillemets. À Washington, j'ai constaté que le gouvernement était dirigé par quelques hommes, qu'à l'extérieur de ce petit cercle, personne n'avait beaucoup d'importance. C'était mon ambition d'y faire irruption si cela était possible. Et mon ambition a maintenant fait un bond au point de vouloir non seulement en faire partie, mais plus tard être celle-là. Le président m'a demandé d'entreprendre la direction de sa campagne. Elle a été nommée et réélue à une écrasante majorité. Et j'ai maintenant bien à l'intérieur du cercle enchanté et à portée de mon désir suivant de n'avoir aucun rival. J'enroulais un fil presque invisible autour du peuple qui le maintenait fermement. Dans cet esprit, M. Hus entra en politique au Texas. Ouvrez les guillemets, je commençais en haut plutôt qu'en bas. Cela est mon habitude de mettre quelqu'un d'autre à la tête théoriquement, de sorte que je puisse faire le véritable travail sans être dérangé par les demandes qui sont faites à un président.
Chaque responsable des campagnes que je dirigeais recevait publicité et applaudissements tant dans la presse que du peuple. Pendant la campagne, qui quittait l'intention du public en quelques mois, et pourtant quand la campagne suivante arrivait, le public et la presse acceptaient avec autant d'impatience un autre homme de paille. Monsieur House utilisa le Texas plus ou moins comme un jeune acteur prometteur pour réutiliser la province. Il réussit si bien comme organisateur de partis qu'au changement de siècle, il était le vrai dirigeant de l'État et il était assis quotidiennement dans le bureau de son gouverneur, nommé par M. House et oublié depuis longtemps, au Capitole, où il choisissait ses sénateurs d'État et des membres du Congrès et traitait les requêtes des nombreux officiels qui assiègent habituellement un gouverneur d'État. La tournée principale accomplie, il se présenta à conquérir la capitale en 1900. Il était lassé du poste que j'occupais au Texas et était prêt à participer aux affaires nationales. Après une préparation supplémentaire, il commença en 1910, alors que la Première Guerre mondiale approchait, ouvrez les guillemets, à rechercher un candidat approprié à la nomination démocrate pour l'élection présidentielle. Ainsi, M. House, âgé de 50 ans, était-il un faiseur de président avant de lire ses papiers intimes. J'étais presque impressionné par la connaissance étrange affichée par un sioniste américain majeur, le rabbin Stephen Wise, qui en 1910 dit devant un auditoire de New Jersey, ouvrez les guillemets, mardi, M. Woodrow Wilson sera élu gouverneur de votre État. Il n'achèvera pas son mandat comme gouverneur. En novembre 1912, il sera élu président des États-Unis. Il sera investi président pour la deuxième fois. C'était la préconnaissance à la manière de celle révélée par les protocoles. Léon Pinsker et Mark Nordau, mais une recherche approfondie révéla que le rabbin Wise la tenait du colonel House. Apparemment, M. Wilson avait été étudié de près par le groupe d'hommes secrets qui étaient en passe de fusionner, car ni M. House ni le rabbin Wise, à ce moment-là, ne l'avaient rencontré. Mais M. House, ouvrez les guillemets, devint convaincu qu'il avait trouvé son homme, bien qu'il ne l'eût jamais rencontré. Je me suis tourné vers Woodrow Wilson comme étant le seul homme qui en tout point se montrait à la hauteur de la tâche. M. Howden, la mesure standard utilisée est indiquée dans un passage postérieur. Ouvrez les guillemets. L'ennui avec l'obtention d'un candidat à la présidence, c'est que l'homme qui est le mieux adapté pour cette place ne peut être désigné, et s'il était désigné, il ne pourrait être élu. Le peuple prend rarement le meilleur homme adapté au poste. Il est donc nécessaire de travailler pour le meilleur homme qui puisse être désigné élu, et en ce moment, Wilson semblait être cet homme. Cette description de nouveau est qualifiée par l'allusion dans le roman de M. House aux méthodes utilisées par un groupe puissant pour élire sa créature à la présidence. L'idée sioniste s'associa à l'idée révolutionnaire parmi le groupe d'hommes qui étaient en train de secrètement choisir M. Woodrow Wilson pour la présidence, en la personne de ce rabbin Stephen Wise, né à Budapest comme Herzl et Nordau. Ils étaient l'organisateur sioniste en chef en Amérique et en tant que tel représentaient encore une sorte de curiosité parmi les juifs d'Amérique qui à cette époque rejetaient le sionisme et se méfiaient des juifs de l'Est. Jusqu'en 1900, comme le dit le rabbin Wise, le sioniste en Amérique se limitait aux juifs émigrants de Russie qui avaient amené avec eux des ghettos talmudiques. De là-bas, la masse des juifs américains était d'origine allemande et rejetait catégoriquement le sionisme. Entre 1900 et 1910, 1 million de nouveaux immigrants juifs arrivèrent de Russie et sous organisation sioniste commencèrent à former un corps important d'électeurs. Là était le lien entre M. House, dont la stratégie électorale serait décrite, et le rabbin Wise. Le rabbin Wise, qui était principalement connu comme orateur militant, pour ne pas dire agitateur, concernant les questions relatives au travail, n'était alors pas un personnage juif représentatif, et néanmoins, comme le docteur Weizmann en Angleterre, il était l'homme à qui les potentats politiques donnaient secrètement les entrées et prêtaient l'oreille. La force de ce groupe secret est montrée par le fait qu'en 1910, quand M. House eut confidentiellement décidé que M. Wilson devait être le prochain président, le rabbin Wise proclama publiquement qu'il le serait, et pour 2 mandats. Cela nécessitait un remaniement de la politique du rabbin, car il soutenait toujours le parti républicain. Après la sélection secrète de M. Wilson par M. House, le rabbin Wise passa au parti démocrate.
Ainsi, les idées révolutionnaires confuses de M. House et celles parfaitement claires du sionisme arrivèrent-elles ensemble sur le seuil de la Maison-Blanche. L'entente au sein du groupe était cordiale. M. House déclare après l'élection que nous avons reçu une aide chaleureuse et encourageante de la part du colonel House, ami intime du président. House a non seulement fait de notre cause l'objet de son attention particulière, mais a servi d'officier de liaison entre l'administration de Wilson et le mouvement sioniste. Le parallèle étroit entre le cours de ces procédés secrets en Amérique et ceux en Angleterre est montré ici. Le secret de la mainmise de M. House sur le Parti démocrate repose sur la stratégie qu'il avait inventée pour gagner les élections. Le Parti démocrate n'avait pas été au pouvoir depuis presque 50 ans sans interruption, et M. House avait inventé une méthode qui faisait de la victoire une quasi-certitude mathématique. Le Parti démocrate devait en fait devoir ses victoires en 1912 et 1916 aussi bien que les victoires du président Roosevelt et du président Truman en 1932, 1936, 1940, 1944 et 1948 à l'application du plan de M. House. Dans ce plan électoral, qui dans son domaine mérite peut-être le nom de génie, se trouve l'effet persistant de M. House sur la vie de l'Amérique. Ses idées politiques n'étaient jamais formées de façon claire et il changeait fréquemment, si bien qu'il forgeait un instrument par lequel les idées des autres furent mises en application. L'instrument lui-même fut brillamment conçu. En essence, c'était un plan pour obtenir le vote massif des natifs de l'étranger, les nouveaux émigrés, en faveur du Parti démocrate, en faisant appel à leurs sentiments raciaux et leurs réflexes émotionnels particuliers. Il fut mis au point de façon très détaillée et réalisé d'une main de maître dans cette branche particulière que sont les sciences politiques. Ce qui est unique et prodigieux dans ce plan, c'est que M. House le publiait anonymement la même année 1912, où M. Wilson, secrètement choisi, fut officiellement désigné et élu. Au cours de cette année changée, M. House trouva le temps d'écrire en 30 jours un roman intitulé « Philippe Dru, administrator ». Ce terme inhabituel rappelle l'allusion des protocoles aux administrations que nous choisirons. Le chapitre intitulé « La fabrication d'un président », qui n'est manifestement pas une fiction, transforme ce roman presque illisible en un document historique de première importance. Dans ce chapitre de son roman, que M. House fut poussé à publier par son mentor assidu, le Dr Sidney Mezes, un sénateur américain du nom de Selwyn, est décrit comme se préparant à diriger la nation d'une main absolue. Et pourtant, on ne saurait pas que c'est lui, le pouvoir dirigeant, Selwyn et M. House apparemment, et ne put résister à la tentation de donner un indice de son identité et fit en sorte que Selwyn invite l'homme qui avait choisi comme président marionnette. Selwyn recherche un candidat à dîner chez moi dans mes salons de Mandel House. Auparavant, Selwyn invente un plan infâme de concert avec un certain John Torr, le grand prêtre de la finance, plan par lequel une organisation complète et compacte, utilisant une tromperie des plus ignobles eu égard à ses opinions et intentions réelles, pourrait élire sa créature à la présidence. Le financement de cette ligue secrète était simple. L'influence de Torr dans toute l'Amérique commerciale était absolue. Torr et Selwyn choisirent ces 1000 millionnaires qui devaient donner chacun 10 000 $. Torr devait dire à chacun d'eux qu'il n'y avait qu'une question touchant au bien commun de la fraternité des affaires, qui nécessitait 20 000 $ et que lui, Torr, en fournirait 10 et voulait que chacun en fournisse autant. Il n'y avait que quelques hommes d'affaires qui ne s'estimaient pas heureux de se savoir convoqués à New York par Torr et qu'on leur demande de rejoindre aveuglément dans un financement dont le but était la sauvegarde des richesses. L'argent de ce grand fonds de corruption est placé par Torr dans différentes banques, versé sur demande par Selwyn sur le compte d'autres banques et depuis ces dernières transférées à la banque personnelle du genre de Selwyn. Le résultat fut que le public n'aurait aucune chance d'être au courant du fonds, ni de la manière dont il était dépensé. Sur cette base de financement, Selwyn choisit sa créature, un certain Auckland. M. Wilson, qui, en dînant avec Selwyn à Mandel House, s'entend dire que sa responsabilité en tant que président sera diffuse, bien qu'un président possède le droit constitutionnel d'agir seul. Il n'a
aucun droit moral d'agir en contradiction des principes et traditions de son parti ou de ses conseils de leaders du parti, car le pays accepte le candidat, le parti et les conseillers du parti comme un tout, et non séparément. Ce passage ressemble fortement aux allusions des protocoles à la responsabilité des présidents et à l'autorité suprême de leurs conseillers. Rockland acquiesce humblement à cela. Après l'élection enivrée par le pouvoir et l'adulation des flagonneurs, à une ou deux reprises, Rockland s'affirme et agit sur des questions importantes sans être d'abord entretenu avec Selwyn. Mais après avoir été violemment attaqué dans les journaux de Selwyn, il ne fut aucune nouvelle tentative d'indépendance. Il se sentait tout à fait impuissant entre les mains de cet homme fort, et en effet, il l'était. Ce passage du roman de M. House de 1912, écrit avant l'investiture de M. Wilson, pourrait être comparé à un passage des papiers intimes de M. House de 1926 rapportant sa véritable relation avec le candidat pendant la campagne électorale. Ce passage affirme que M. House rédigea les discours du candidat à la présidentielle et le chargea de ne tenir compte d'aucun autre conseil, sur quoi M. Wilson admit des imprudences et promit, ouvrez les guillemets, de ne pas agir en indépendant à l'avenir. Dans le roman, on voit Selwyn en train de raconter à tort la tentative de Rockland d'échapper à la subjection quand il rencontra les efforts de Rockland pour se livrer et la manière dont il l'avait ramené, se tordant sous son échec et rire joyeusement. Ce chapitre est intitulé « Les conspirateurs jubilants ». Un autre chapitre montre comment l'élection de la créature fut accomplie. Le plan qui est décrit transforme pratiquement la campagne électorale en une science exacte et gouvernée toujours la campagne électorale en Amérique. Il est basé sur le calcul fondamental de M. House selon lequel environ 80% des électeurs voteraient, quelles que soient les circonstances, pour un des deux partis rivaux dans les proportions à peu près égales. Et cette dépense d'argent et d'effort doit donc se concentrer sur les 20% fluctuants. Puis il analyse ces 20% en détail jusqu'à ce que le petit résidu soit isolé, sur lequel l'effort extrême doit être appliqué. Chaque 11 ou centime de dépense inutile est éliminé et une masse d'énergie est libérée qui doit être dirigée contre le petit corps d'électeurs qui peut faire pencher le résultat. Ce plan a tant fait pour détourner le cours des événements en Amérique et dans le monde qu'il faut ici le résumer en détail. Selwyn commence la campagne d'investiture en éliminant tous les États dans lesquels l'un ou l'autre parti est sûr de gagner. De cette façon, il est libre de consacrer toutes ses dépenses aux 12 États indécis, sur les votes desquels l'élection se déciderait. Il divise ceux-ci en groupes de 5000 électeurs, nommant pour chaque groupe un homme sur place et un autre au siège national, et calcule sur les 5000, 4000 en part égale ne pourrait probablement pas être détourné de son propre parti ou de l'autre, et cela fait tomber son analyse à 1000 électeurs indécis. Dans chaque groupe de 5000 dans les 12 États sur lesquels se concentrer, l'homme local est chargé d'obtenir toutes les informations possibles sur leur race, religion, profession et anciens liens de parti, et de les expédier à l'homme national responsable du groupe en question, qui est alors chargé d'atteindre chaque individu au moyen de la littérature, de la persuasion ou peut-être par quelques arguments plus subtils. Le devoir de 2 agents pour chaque groupe sur le terrain et d'autres au siège est à eux de ramener une majorité sur les 1000 votes qui étaient à leur charge. Entre-temps, le directeur de l'autre parti envoyait des tonnes d'imprimés à leur siège de l'État, qui à son tour les distribuait aux organismes de province, où ils étaient déposés dans un coin et donnés aux visiteurs quand ils le demandaient. Le comité de Selwyn en utilisait le quart, mais chaque imprimé arrivait dans une enveloppe scellée avec une lettre cordiale adressée à un lecteur qui n'avait pas encore décidé pour qui voter. L'opposition envoyait à grands frais des orateurs d'un bout à l'autre du pays. Selwyn envoyait des hommes au sein de ces groupes pour persuader personnellement chacun des 1000 électeurs hésitant de soutenir la liste de Rockland. Par cette méthode, les plus habiles d'analyse, l'élimination et de la concentration Rockland dans le roman et M. Wilson dans la réalité fut élu en 1912. L'appel concentré aux 1000 électeurs hésitants de chaque groupe fut particulièrement axé sur l'émotion de la race, du credo et de la couleur, et les objets
d'intentions furent évidemment choisies en ayant cela à l'esprit. Ainsi, Selwyn gagna-t-il et Rockland devint la première pierre angulaire de la voûte qu'ils avaient entrepris de construire. Le reste du roman est sans importance, mais contient quelques autres points significatifs. Sous son titre est Une histoire de demain, 1920-1935. Le héros Philippe Dru est un jeune sorti de West Point et influencé par Karl Marx, qui est élu leader d'un mouvement de masse par acclamation lors d'un rassemblement d'indignation après que la conspiration de Selwyn et Thor fut devenue connue. La façon dont cela est révélé est également intéressant. Thor fait poser un microphone dans sa pièce, chose peu connue en 1912, mais aujourd'hui presque aussi familière en politique que la Statman Warburg, en oubliant de débrancher. Sa jubilante conversation avec Selwyn après l'élection de Rockland est découverte par sa secrétaire qui la donne à la presse. Un épisode des plus invraisemblables est que la presse la publie. Alors Dru rassemble une armée apparemment par magie de fusils et d'artillerie, défait les forces du gouvernement en une seule bataille, marche sur Washington et se proclame administrateur de la République. Sa première action majeure est celle du président Wilson et s'introduit un impôt progressif sur le revenu, n'exemptant aucun revenu quel que soit. Le manifeste communiste de Karl Marx exigeait un lourd impôt sur le revenu progressif ou graduel. Les protocoles un important progressif sur la propriété. Dru attaque ensuite le Mexique et les républiques de l'Amérique centrale, les vainquant aussi lors d'une seule bataille et les unissant ensuite sous le drapeau américain, qui dans le chapitre suivant devint également l'emblème incontesté de l'autorité sur le Canada et les Anglais, les Français et d'autres possessions des Antilles. Selwyn et Philippe Dru sont manifestement tous deux. M. House, Selwyn est l'organisateur de partis superbement efficace et le secret détenteur du pouvoir. Dru est le rêveur utopique, les protocoles embrouillés, qui ne sait pas quoi faire du pouvoir quand il l'obtient. Inévitablement, à la fin, M. House ne savait pas quoi faire avec deux personnages qui étaient en vérité un seul homme et fut contraint de les fusionner, pour ainsi dire, en faisant de Selwyn à l'origine le scélérat de l'histoire, le confident et compagnon intime de Dru. Après cela, il semble également clair qu'il ne savait pas quoi faire avec Dru, hormis de faire poursuivre par des ours. Il le mit donc sur un bateau se dirigeant vers une destination inconnue, avec le Gloria, une fille en mal d'amour, qui pendant 50 chapitres doit écouter les plans incohérents de Dru pour refaire le monde, et conclut heureusement Gloria, heureux Philippe. Où partait-il? Reviendrait-il? C'étaient les questions que tous se posèrent, mais auxquelles personne ne put donner de réponse. En fait, rares sont ceux qui ont pu réussir à déterminer ce roman, et personne ne saurait soucier de savoir où allaient Philippe et Gloria, à une exception près. Il y avait au monde un être solitaire pour qui l'histoire dut comporter une signification aussi terrible et vraie que le portrait de Dorian Gray pour Dorian. Et M. Woodrow Wilson, à cet égard, Philippe Dru, administrateur, est un ouvrage unique. Deux questions hantent le chercheur. M. Wilson, le dit-il, qui souffla à M. House ou à son souffleur de publier cette illustration exacte de ce qui se passait au moment même où la créature était désignée et lue. Considéré sous cette lumière, le livre devint un ouvrage de moquerie sadique, et le lecteur prend conscience que le groupe d'hommes qui entourait M. House devait être aussi malveillant que ceux qui sont décrits dans le chapitre, les conspirateurs jubilants. Peut-on envisager que M. Wilson ne l'ait pas lu? Parmi ses ennemis et ses amis au cours d'une campagne électorale, quelqu'un a dû mettre dans ses mains les chercheurs en histoire doivent nécessairement demander si la lecture de ce livre, à ces périodes-là, ou par la suite, put causer l'état mental et physique dans lequel il tomba peu après. On peut en donner quelques descriptions contemporaines en guise d'illustration, bien qu'elles anticipent un peu la chronologie du récit. M. House écrivit plus tard à propos de l'homme qu'il avait choisi et avait fait élire, le seul qui en tout point se montrait à la hauteur du poste. Je pensais à ce moment-là, en 1914, et à plusieurs occasions par la suite, que le président voulait mourir. Certainement, son attitude et son état mental indiquaient qu'il n'avait aucun appétit de vivre, alors que M. Wilson était président depuis peu.
M. Horace Plunkett, l'ambassadeur britannique, écrivit à M. House: j'ai présenté mes respects au président et j'ai été choqué de lui voir l'air si épuisé. Le changement depuis janvier dernier est terriblement marqué. 6 ans plus tard, William Wiserman, un émissaire gouvernemental britannique, dit à M. House: j'ai été choqué par son aspect. Son visage était tiré et d'une couleur grise et il convulsait fréquemment dans un effort pitoyable pour contrôler ses nerfs qui avaient lâché. 1919. Apparemment, la clé du chagrin est de recevoir une haute fonction en tant qu'instrument d'autres personnes qui restent dans l'ombre. M. Wilson prend inévitablement un air spectral quand on l'examine à la lumière de ce récit en cours de déroulement. M. House et le rabbin Wyse et d'autres autour de lui semblèrent le contempler de la même façon que les collectionneurs contempleraient un spécimen épinglé. Vu l'état des choses, et dut être guidé par la conjecture plutôt que par la révélation, lorsqu'à l'âge de 20 ans il décida qu'il serait un jour président, on le savait, et le rabbin Wyse lui demanda un jour, ouvrez les guillemets, quand avez-vous pensé ou rêvé pour la première fois à la présidence? Comme le rabbin en savait tellement plus que le président sur la manière dont le rêve avait été réalisé, il était peut-être ironique et fut manifestement surpris dans sa déférence habituelle quand M. Wilson répondit, ouvrez les guillemets, il n'y eut jamais un moment après mon diplôme obtenu à l'université de Davidson en Caroline du Sud où je ne m'attendais pas à devenir président, si bien que le rabbin demanda sardoniquement, même quand vous étiez enseignant dans une université de filles, M. Wilson, apparemment toujours inconscient, répéta, et il n'y eut jamais un moment où je ne m'attendais pas et ne me préparais pas à devenir président. Entre le choix secret de M. Wilson par M. House en 1910 et sa nomination publique pour la présidentielle en 1912, il fut poussé à rendre un hommage public au sionisme. À ce moment, les Américains commencèrent à s'impliquer, de même que le peuple britannique s'était effectivement engagé à partir de l'offre de l'Ouganda en 1903. M. Wilson, dans sa préparation à la campagne, fit un discours sur les droits des Juifs, dans lequel il dit « Je ne suis pas ici pour exprimer notre sympathie envers nos concitoyens juifs, mais pour rendre évident notre sentiment d'identité avec eux. Ceci n'est pas leur cause, c'est celle de l'Amérique. » Cela ne pouvait signifier qu'une chose, c'était une déclaration de politique étrangère. Si M. Wilson était élu, il n'avait aucune nécessité de rendre évident le sentiment d'identité entre les Américains et les Juifs en Amérique étaient en tout point libres et égaux. Seul un refus de s'identifier à l'Amérique pouvait altérer cela. Et M. Wilson proclama dans les faits ce refus et déclarait spécifiquement que l'identité juive était différente et séparée et que l'Amérique, sous lui, soutiendrait cette autoségrégation comme une cause. Pour les initiés, c'était un engagement envers le sionisme. C'était aussi une allusion à une menace indirecte à la Russie, car l'implication des mots de M. Wilson était qu'il reconnaissait les Juifs en Russie, qu'ils étaient alors les seuls sionistes organisés en tant que représentants de tous les Juifs. Ainsi, il reprit le rôle de Balfour dans la production américaine de ce drame. À cette époque, toute la propagande sioniste était dirigée contre la Russie. Environ 30 ans avaient passé depuis l'assassinat du tsar Alexandre II, qui s'était attiré l'hostilité des révolutionnaires par sa tentative de présenter une constitution parlementaire. Le docteur Castaing fit remarquer que la participation juive à l'assassinat était naturelle. Sous son successeur, Alexandre III fut forcé de se consacrer au combat contre la Révolution. À l'époque de M. Wilson, le tsar Nicolas II reprenait la tentative d'Alexandre, le libérateur, de pacifier et d'unifier son pays en accordant le droit de vote au peuple, et rencontrait une fois encore une opposition acharnée de la part des sionistes talmudiques. Puis au moment même où M. Wilson fit son attaque implicite envers l'intolérance